Et donc j'ai décidé de mixer ce que j'avais pu apprendre en analyse appliquée du comportement en Teach avec les outils Montessori. Et du coup là j'ai débloqué vraiment beaucoup de situations sur le plan scolaire. J'ai donc aussi poursuivi mes études en passant mon diplôme d'enseignante spécialisée. Donc, je suis spécialisée pour les troubles cognitifs, c'est l'option B, pour ceux qui connaissent, je crois qu'il y a des enseignants là, de l'éducation nationale. Et depuis 3 ans, donc, j'ai fondé avec mon mari qui est là une société qui est spécialisée dans le soutien scolaire pour les enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages. Voilà, pour pouvoir qu'ils aient des cours particuliers de qualité aussi s'ils en ont besoin et qu'ils puissent être accompagnés à l'école, qu'on puisse aussi soutenir les enseignantes à l'école pour les préparer à y être bien. Donc voilà pour le résumé du parcours. Et donc aujourd'hui, je vais donc c'est une formation qui m'a été demandée sur les troubles sensoriels. Donc je vais faire une première partie, présenter brièvement ce qu'on appelle troubles sensoriels. Et ensuite voir donc pourquoi c'est intéressant, quelles sont les pistes d'action. Et à travers ces pistes d'action, on verra aussi qu'on peut leur enseigner des compétences en leur apprenant à se servir de leur sens. Et pour ça, je me baserai sur ce que j'appelle des procédures d'enseignement basées sur la preuve. Ça, c'est plutôt un concept qui vient des pays anglo-saxons, où maintenant, on a beaucoup observé les enseignants, mais aussi les professionnels du médico-social pour inscrire, travailler. Et on sait qu'il y a des façons de parler, des façons de se tenir près d'un enfant pour qu'il apprenne mieux. En France aussi, ça commence à venir, il y a le laboratoire ACTE à Clermont-Ferrand qui étudie les gestes professionnels et qui remet aussi en évidence toute cette façon de se tenir, de parler à un enfant qui fait qu'il apprend. Donc je vous présenterai une procédure après, dans la deuxième partie de la conférence. Alors, du coup, on va démarrer. Donc, c'est vrai qu'on a de multiples. Il y avait une question Est-ce que les gens sont prêts à avoir chaud pour pouvoir mieux entendre? Parce qu'en fait, on nous demande de couper. Donc, on peut être trop chaud, on va. Après, ce qu'on peut faire aussi, s'il y en a qui peuvent venir devant, c'est après, je vais montrer les choses ici. Donc, peut-être que pour qu'il y ait de la place, on peut se mettre devant. Voilà. Un meilleur média de communication. Voilà. Approchez-vous, parce que c'est quand même plus... Comme il y aura des démonstrations sur la table, si vous voulez voir les détails, parce que tous les gestes comptent, n'hésitez pas à vous approcher de la table. Alors, donc on est dans notre environnement entouré de plein de stimuli sensoriels qui peuvent venir de nos yeux, des oreilles, de notre nez, de notre peau. Donc il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de troubles avérés, on va dire, à ce niveau-là, mais le trouble va plutôt être au niveau de l'interprétation que va faire le cerveau de tous ces stimuli sensoriels. Donc ça peut toucher évidemment différentes sphères. On peut avoir des troubles visuels. On sait que par exemple, il y a des enfants qui vont être capables d'avoir une bonne saccade oculaire, donc de bien pouvoir regarder des lignes avec leurs yeux, et s'ils dénombrent, ils vont pouvoir bien dénombrer si les objets sont bien alignés les uns derrière les autres. Et d'autres, au contraire, vont être en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas faire cette saccade, mais ils seront par contre capables de fixer leur regard sur juste une partie de l'espace. Et eux, par contre, ils pourront compter que si on regroupe tout dans un petit coin. Voilà. Pareil, j'ai aussi rencontré un autre enfant avec autisme qui était capable de nommer les couleurs sur un fond noir, mais pas sur un fond blanc. Donc voilà, il n'a pas un problème, on va dire, de vue classique comme une malvoyance, mais il peut avoir le fait que le cerveau interprète les choses différemment, ça peut poser des soucis. Pareil, au niveau auditif, voilà, on sait qu'on peut, par exemple, les personnes avec autisme vont entendre les bruits de fond beaucoup plus fortement parfois que la voix humaine. Donc évidemment, pour capter les bonnes informations, c'est difficile. Pareil, des troubles tactiles, on va chez Temple Grandin, qui est une personne qui présente un syndrome d'Asperger, qui va témoigner qu'elle adorait la sensation de papier de verre et que la soie était insupportable pour elle. Et puis comme ça, pour tous les sens, on a aussi tout ce qui est lié au mouvement, avec tout ce qui est proprioréception, donc des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup bouger pour pouvoir se concentrer, ou alors aussi certains qui vont avoir besoin d'être davantage posés.
Voilà. Donc après, il y a certains, par exemple, on peut les mettre, plutôt que les asseoir sur une chaise classique, sur un gros ballon suisse, ils en ont ici, et en fait, le fait de pouvoir bouger un peu plus, eh ben, ils seront plus attentifs. Alors que d'autres vont plutôt avoir besoin, par exemple, d'un petit tapis lesté, qui est aussi présenté dans l'espace Hot Toys, pour pouvoir mieux travailler. Et puis ces troubles sensoriels, donc, on va les trouver dans différents handicaps. On peut les trouver chez les enfants qui présentent des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On peut les trouver aussi pour les enfants qui vont présenter des troubles de développement divers, des troubles spécifiques des apprentissages, et puis dans l'autisme. Donc ça touche, voilà, quand même pas mal d'enfants. Et puis ça peut aller de l'hypo à l'hypersensibilité. Tous les sens peuvent être touchés, et en plus ça peut varier au cours de la journée. Donc là, c'est une personne qui s'appelle Nathalie Leca qui avait réalisé cette image suite à des conférences qu'elle avait suivies avec Théo Peters, et elle m'a autorisé à m'en servir. Donc en fait, on peut considérer que quand la porte est juste au milieu, on reçoit suffisamment d'informations, ni trop peu, ni trop, ni pas assez, alors que si elle est vraiment ouverte, on en reçoit trop, et si elle est fermée, on n'en reçoit pas assez. Et donc ça, pour tous les enfants, ça peut, qui ont des troubles sensoriels, ça peut varier au cours de la journée et d'un enfant à un autre. Donc c'est vraiment difficile, voilà, quand on ne connaît pas l'enfant, de savoir dans quel cas on va se trouver. Mais maintenant, il existe des outils, comme par exemple le profil sensoriel de Dune, qui sont souvent actuellement des psychomotriciennes ou des ergothérapeutes qui commencent à faire ce genre de bilan en France, qui vont pouvoir nous donner ce genre d'informations et de mieux connaître l'enfant pour pouvoir ensuite s'adapter à ses sensations. Alors, pour vous faire vivre ces troubles sensoriels, je vais vous proposer une petite vidéo, un petit dessin animé, où vous allez rentrer pendant quelques minutes dans la peau d'un jeune enfant qui présente de l'autisme et voir ce qui se passe au niveau auditif, ce qui se passe au niveau visuel. Donc ça sera, vous allez me dire peut-être trop fort ou pas assez fort, ça sera exprès. Donc je vous mets dans l'ambiance. C'est vrai que là, on peut se dire difficile d'apprendre quand on est submergé par toutes ces perceptions sensorielles. Donc, c'est pas 24 heures sur 24. Mais nous, on peut aussi percevoir ce genre de choses. Si, par exemple, on a fait la fête toute la nuit, on a eu de la musique à fond dans les oreilles toute la nuit, au bout d'un moment, on n'a plus envie de rien. Voilà. Donc, ce que j'appelle un peu l'overdose sensorielle. Et après, voilà, si on a un emploi du temps équilibré pour l'enfant et qu'on fait attention à toutes ces difficultés, qu'on a des bons bilans, on peut éviter ce genre de situation.
Alors, en tout cas, des pistes d'action par rapport à ces difficultés. On peut adapter l'environnement. Ça ne va pas être la partie que je vais développer. Hein. On peut aussi aider l'enfant à auto-réguler ses perceptions. Donc là non plus, ce n'est pas ce que je vais développer. Moi, je vais partir sur cette partie-là. Éduquer ses sens. Donc en m'inspirant de ce qu'on peut voir au niveau de la pédagogie Montessori et de l'analyse appliquée du comportement. Donc on va apprendre à l'enfant, à partir de ses sens, à associer, à trier, à classer, et puis à identifier, à mettre un mot aussi sur chacune de ses perceptions. Donc je vais commencer du coup à vous présenter une procédure d'enseignement que je vais présenter dans une situation, puis après je vous montrerai qu'elle peut l'utiliser dans plein de situations. Alors on va travailler au départ avec ce qu'on appelle l'enseignement sans erreur. Parce que on veut éviter que les enfants soient en difficulté pour qu'ils gardent un sentiment d'efficacité. Et aussi parce que les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage, et bien souvent, ils ne vont pas réussir à apprendre dans leur environnement naturel. Donc il va falloir les mettre vraiment, il faut que ça soit le plus clair possible pour eux ce qu'on veut leur enseigner. Donc on évite les erreurs, et en plus on évite les erreurs aussi, parce que s'ils apprennent avec des erreurs et qu'ils ont du plaisir au moment de cette erreur, et bien après effacer l'erreur est difficile pour eux. Donc c'est pareil, des fois on sait très bien qu'on veut faire quelque chose et qu'on ne va pas le faire d'une certaine façon, on le fait, ah oui, non, c'est vrai que c'est pas comme ça que je dois le faire. Et donc il faut, une fois qu'on a fait une erreur, inhiber nos réflexes pour aller vers autre chose. Donc plus on a des difficultés d'apprentissage, plus ça sera difficile. Donc évidemment, on ne va pas passer toute sa vie sans faire d'erreur. Mais au départ, on va privilégier ça pour poser les bases à l'enfant. Puis après, on ira vers d'autres procédures. Donc on va faire en sorte de garantir que l'élève porte son attention sur les éléments pertinents, sur ce qu'on veut lui enseigner. Donc là, par exemple, moi j'ai enlevé mes montres. Bon, j'ai laissé une bague, mais ça peut gêner un élève qui peut, par exemple, passer son temps à regarder mon bijou, ma bague, plutôt ce que je vais lui enseigner. On va vraiment voir comment fixer son attention. Et c'était ce que j'ai dit, on pose des bases solides et on le laissera seul, un peu livré à lui-même, face à ses erreurs, que quand on est sûr qu'il est en capacité de s'auto-corriger. C'est-à-dire qu'il a suffisamment vécu pour se rendre compte qu'il y a une erreur et trouver la solution. Mais éviter l'échec, c'est une des clés pour que l'enfant soit motivé, c'est qu'il ne soit pas en échec. Et de lui apprendre des choses aussi qui sont apprises de façon, on va dire, implicite dans l'environnement naturel. On va lui enseigner ça de façon très rigoureuse. Alors, je vais vous présenter, qu'est-ce qu'on peut faire, pour faire de l'enseignement sans erreur. On va apporter des aides à l'enfant. On est tous en train souvent d'apporter des aides sans s'en rendre compte. Mais quand on veut enseigner à un enfant en difficulté, il faut prendre conscience des aides qu'on lui apporte. Parce qu'il va falloir ensuite les enlever. Autrement, on se trouve dans la situation, on va dire, tiens, l'enfant il sait faire avec telle personne et pas telle autre. Parce qu'on aura mis une petite aide dont on n'aura pas fait attention. Montre-moi. On lui demandera de montrer, voir s'il a intégré du coup tous ces éléments. Et ensuite, on lui demandera de nommer. Puis après, on va voir les variantes. Donc évidemment, ça demande des prérequis, tout ça à l'enfant. C'est-à-dire que je ne vais pas démarrer ça avec n'importe quel type d'enfant. Parce que je parle de ça parce que par exemple à l'école, on va dire l'enfant il est prêt à rentrer à l'école s'il est propre. Souvent on parle de la couche, assez connu. Moi j'arrive à démarrer à travailler du scolaire avec les enfants avec d'autres critères. J'ai besoin que l'enfant soit à l'aise et ait plaisir à être assis 5 minutes à table avec moi. Donc quitte à ce que je ne fasse pas de scolaire au départ, que je fasse que des choses qu'il adore, des jeux, mais la table avec moi, on s'amuse, c'est génial. J'ai besoin de pouvoir le toucher. Voilà. Si l'enfant ne supporte pas d'être touché, je ne pourrais pas apporter de guidance physique. J'ai besoin qu'il limite un petit peu. J'ai besoin au moins qu'il comprenne là les études, il y a des études différentes, entre 25 et 200 mots de compréhension. Voilà, qu'il y a un outil de communication mis en place. Voilà. Ça c'est pour pouvoir, le minimum, pour pouvoir travailler des compétences scolaires. Alors après la question c'est où on les travaille si on n'a pas ces compétences. Là, on entend parler que l'Éducation nationale ouvre des yeux, donc des unités d'enseignement en classe maternelle, ce sera peut-être ce lieu-là, où les enfants qui n'ont pas ces prérequis, on pourrait les mettre en place. Parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi enseigné dans un groupe classe, on est toujours partagé entre l'élève en difficulté et le groupe, et c'est pas simple à gérer. Et si on n'a pas ces petites choses de base, et on va dire même la présence, là on dit AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, ça va être difficile. Voilà, moi, je ne sais pas faire sans ce minimum.
Donc voilà, et du coup travailler sur les couleurs aussi, il faut être conscient, parce qu'on entend que si l'enfant n'a pas du tout de compréhension, c'est peut-être parce qu'il va être pertinent. Vous verrez que je peux l'appliquer dans cette leçon en 3 temps dans différents domaines, mais la couleur c'est quand même une caractéristique d'un objet. Si l'enfant ne sait pas dire cuillère, eau, peut-être parce qu'il a faim, gâteau, est-ce que c'est intéressant d'aller lui apprendre les couleurs, qui est un concept bien plus abstrait que toutes ces petites choses là que je nomme. Et puis donc bien réfléchir à ça. Alors, quand vous intervenez en milieu scolaire, c'est un milieu scolaire normal? Oui. Alors là, je pourrais en discuter peut-être avec vous après la conférence comment je procède, mais il y a des préparations à la maison, il y a des interventions à l'école, c'est tout un projet global qui se monte d'un point de vue scolaire et un travail en partenariat avec les autres professionnels aussi pour assurer la cohérence. Justement, quand on utilise des procédures d'enseignement, on a repéré qu'elle était efficace pour l'enfant. C'est pas parce que moi je l'aime cette procédure, c'est parce qu'elle sert à l'enfant. Et est-ce que tout le monde utilise la même? Et si on a des objectifs identiques et différents, que ça se sache pour que le projet de l'enfant soit cohérent. Mais du coup, on en parlera après la pause, enfin après l'intervention. Alors, est-ce que quelqu'un peut bien encore venir avec moi faire un enfant donc assez bon? Est-ce qu'il va bien répondre? Et après, on verra quand il fait des erreurs. Qui veut bien m'aider? Merci. Alors, normalement, on est assis. Hein. Là, aujourd'hui, on fait un peu debout. Mais c'est vrai que c'est important aussi de voir si l'enfant est bien assis, qu'il a bien ses pieds par terre. Voilà, que à ce niveau-là, c'est top. Rouge. Rouge. Je réponds? Non? Je laisse. Il y a des enfants, si c'est une enfant qui parle et qui en plus imite ce que je fais, c'est plutôt bien. Voilà, je serais contente. Moi, je n'aurais pas ça à lui apprendre, parce que l'imitation verbale, ça s'apprend aussi. Donc, bleu. Bleu. Jaune. Jaune. Donc, vous avez vu que, pour ceux qui sont formés à Montessori, on ferait plutôt rouge, bleu, jaune. Moi, je fais en sorte d'être sûre qu'il ait l'attention de l'enfant. C'est pour ça que j'ai caché les autres et je vérifie son regard. Quitte à faire à taper dessus, enfin voilà, si l'enfant est en train de regarder partout, il faut être sûr qu'il capte et vous donner le mot quand l'enfant le regarde dessus. Premier temps, hein, c'était cet enseignement voilà, sans erreur. On a donné la bonne information quand l'enfant avait l'attention sur l'objet. On va voir si c'est enregistré. Est-ce que tu peux me montrer rouge? Jaune. Jaune. Ah, on va faire une erreur. Tu me montres jaune. Tu me montres jaune? Jaune. Super. Tu touches ton nez? Oui. Et tu me montres jaune. Je me suis adaptée, je ne devais pas faire d'erreur. Alors, donc, vous avez vu aussi quand j'ai commencé à poser les questions à l'enfant, j'ai évité de regarder les réponses. Parce que vous allez avoir aussi les enfants, vous leur demandez de montrer jaune, et puis ils refaire le petit signe que vous essayez de ne pas avoir, et puis dès que le petit signe apparaît, hop, c'est la bonne réponse. Donc, vous n'avez pas pu vérifier qu'il ne sait, parce que, voilà. Alors, des fois aussi, on peut me poser la question, est-ce que je travaille en face de l'enfant ou à côté? Si l'enfant est en train de développer sa communication visuelle, apprendre à regarder l'adulte, ça sera plus intéressant que je sois devant. Ça, c'est un projet global de l'enfant. Par contre, si ça c'est bien établi, je vais me mettre là, parce que c'est plus facile de me donner moins d'indices à l'enfant. Voilà. Donc, on va peut-être reprendre le deuxième temps sans erreur, et le troisième temps sans erreur, et je vais revenir sur la correction que j'ai faite ici après. Donc, est-ce que tu peux me montrer, alors je remélange, parce que j'ai toujours aussi changé l'ordre des objets. Tu me montres rouge, jaune et bleu. Une championne. Voilà. Alors aussi, cette histoire de... Ce que va nous montrer l'analyse appliquée du comportement, c'est que les réactions qu'on va avoir derrière l'apprentissage, souvent on prépare beaucoup notre séance, mais pas notre réaction. Et la réaction qu'on a derrière les performances de l'enfant sont super importantes. Alors là, bon, on va dire que l'enfant est déjà dans le renforçateur social. Je lui fais « Yes, super, tu as réussi ». C'est significatif pour lui, mais il faut que je sois sûre que ça lui fasse plaisir. Ça veut dire très bien, il faut qu'il soit content. Mais il y a des enfants qui n'ont pas accès à ce sens social, surtout dans l'autisme au départ, et ça s'enseigne. Et là, il y a des petites subtilités. Donc, par exemple, l'enfant... Voilà, je sais que quand je dis super, etc., pour lui, c'est un peu du bruit que je fais.
Voilà, si je souris, je monte mes dents. Voilà. Parce que si je fais ça, ça n'a pas le même sens. Mais lui, il n'arrive pas à décoder. Quand est-ce que je, avec mon visage, si je suis satisfaite ou pas satisfaite. Donc il faut que je trouve un moyen de lui expliquer ça. Donc admettons que mon enfant adore ces petits poissons. Donc dès qu'elle aura fini, je vais lui faire « Super, t'étais une championne ». Je mets mon renforçateur social en même temps que je donne l'objet. Et ça, c'est super important de le faire en même temps. Si on ne le fait pas en même temps, c'est-à-dire que je lui fais « Super », voilà. Et l'enfant, il se met par exemple à faire ça. Et que je lui donne l'objet après. Parce que je suis en train de lui dire à l'enfant, c'est super, tu le papillonnes bien avec tes mains. Oui. Voilà. Et je ne suis pas en train de le féliciter pour l'exercice. J'ai donné trop tard. Si je fais l'inverse, je lui donne ça. Donc l'enfant est tout content en train de jouer avec ça. Puis moi je fais super, c'était bien. Et bien lui, il ne m'écoute plus. Vu qu'il a du mal déjà, par exemple, à écouter la voix humaine, il est dans son truc. Donc cet enseignement du sens social ne se fait pas. Donc il faut vraiment le faire en même temps pour qu'il développe son sens social. Donc voilà, donc du coup on a fait notre deuxième temps, l'enfant s'est montré. Pourquoi aussi on utilise 3 objets? Parce que si j'en avais que 2, il est très probable que l'enfant, en travaillant au hasard, il est bon. Voilà. Et moi je ne veux pas être dans le hasard, donc j'en mets 3. Et avec 3 objets, s'il répond au hasard, ça peut arriver, hein, qu'il ait beaucoup de chance 3 fois de rang, mais beaucoup moins. Donc au moins 3 objets. Donc troisième temps, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Quelle couleur? Toujours sans erreur. Oui, pour l'instant, quelle couleur? Jaune, rouge, bleu. Super, génial, hein? Voilà. Alors, on va varier, on me pose aussi souvent la question, est-ce qu'on met tout le temps la même consigne ou est-ce qu'on varie les consignes? Là, il y a des données hein, au niveau scientifique qui peuvent nous donner des pistes. On dit que quand l'enfant a atteint donc, 36 mois du développement de langage, c'est-à-dire qu'il comprend le langage comme un enfant qui a 36 mois, on varie les consignes. Et ça, c'est important aussi, parce que si j'utilisais tout le temps les mêmes consignes, après l'enfant est dépendant de la consigne. Il va par exemple répondre si je lui dis qu'est-ce que c'est, et si je lui dis quelle couleur, il ne saura pas. Voilà. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on peut constater des différences entre les différents lieux. Voilà, si l'enfant devient dépendant en consigne. Mais après, il faut aussi ne pas s'inquiéter. Hein, si l'enfant réussit par exemple avec ses objets, je ne vais pas valider qu'il connaît ses couleurs. Après, si je mets par exemple pour certains un rouge clair ou un rouge encore plus foncé, on puisse savoir. Après, il va falloir travailler la généralisation hein, pour être sûr qu'il ait acquis une compétence. Alors, on saura aussi, on peut avoir des repères, quand est-ce que l'enfant a acquis ou non une compétence. C'est quand il sera capable de la produire 3 jours de rang, donc sans aucune aide, et au moins dans 2 environnements différents. Donc ça veut dire que tous les jours, quand je vais commencer une séance avec l'enfant, je vais commencer par faire un petit test. Voilà, pour savoir est-ce que c'est acquis ou pas acquis, et je prendrai des données pour savoir s'il sait ou s'il ne sait pas. Et si 3 jours de rang c'était bon, et bien ça sera validé. Après, donc, si on est tout seul, ce qu'on peut faire, c'est varier les supports. Par exemple, après, il a bon avec les roues, je vais prendre les triangles ou les carrés et voir s'il est capable de continuer à nommer les couleurs sur des formes différentes. Alors, on va revenir sur les erreurs. Alors, je pense que, voilà, je vais vous mettre le PowerPoint ici. Donc, on va refaire l'erreur et puis après, je commente. Donc là, on va à nouveau se tromper. Est-ce que tu peux me montrer bleu? Tu me montres bleu? Bleu. Ouais. Tu fais comme moi? Et tu me montres bleu? Ouais. Donc quand l'enfant se trompe, on va éviter de dire non, ça c'est pas bleu, c'est rouge, montre-moi bleu. Parce qu'après il y a des enfants aussi qui sont, on va dire, super écolaliques, qui répètent tout ce que vont dire les adultes, et après ils vont voir ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas bleu, c'est un rouge. Voilà. Et du coup ils vont apprendre des phrases complètement erronées. Donc quand on veut corriger l'enfant, on lui repose la consigne et on lui donne la réponse. Et puis après, vous m'avez vu faire un truc qui n'a rien à voir. Je lui ai demandé tout à l'heure où toucher son nez, je lui demande de frapper dans ses mains. Ça s'appelle un petit test de diversion. C'est pour vérifier si déjà la mémoire immédiate de l'enfant fonctionne. Donc je fais exprès de troubler son attention. Et hop, je reviens, tu me montres bleu. Voir si au moins il a déjà retenu quelques secondes. Voilà. Et les études montrent que quand on fait ce petit test de diversion dans une correction, l'enfant apprend mieux. Parce que déjà, il va se rendre compte que il faut peut-être que ça reste quelque part dans sa tête si on lui repose si on est passé à autre chose. Donc à faire. Et ici, on va voir aussi l'enfant se trompe au niveau verbal. Donc, en faisant une erreur, hein, quelle couleur? Bleu. Quelle couleur? Rouge. Quelle couleur? Rouge.
Rouge. Quelle couleur? Rouge. Oui. Donc vous avez vu au départ, j'ai dit quelle couleur, j'ai mis une lettre totale, j'ai dit rouge. Deuxième fois, quelle couleur, j'ai diminué mon lettre, j'ai dit roux. Quelle couleur? Je diminue mon lettre. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'estompage des guidances. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de nos aides pour pouvoir les estomper. Donc ça c'est pour aider l'enfant à se corriger. Alors après, une autre, pour encore dire tout ce qu'on peut faire avec cette leçon en 3 temps, on imagine maintenant que vous voulez tester l'enfant. Donc il s'est passé une nuit, on teste un peu le lendemain. Il ne faut surtout pas l'avoir entraîné avant de le tester, parce que ce qu'on veut tester, c'est est-ce que c'est bien resté dans sa mémoire à long terme. Et je suis un peu pressée, l'enfant parle, l'enfant comprend bien, donc je voudrais tester ces deux compétences en même temps, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de montrer et de dire. Et vous verrez quand vous travaillez les deux, des fois il y a des divergences, c'est les enfants qui comprennent mieux, qui ne s'expriment, ou l'inverse. Par quoi je vais commencer? Est-ce que je commence par lui demander qu'est-ce que c'est, ou quelle couleur, on va dire, ou est-ce que je commence par lui demander montre-moi? Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Alors si je commence par lui demander montre-moi jaune, je lui dis la réponse. Je l'entraîne. Donc ça ne va pas être bon. Je ne pourrai pas valider mon qu'est-ce que c'est. Donc je suis obligée de commencer par lui demander quelle couleur? Bleu. Quelle couleur? Bleu. Rouge, quelle couleur? Rouge. Rouge, super. On avance un petit peu? Et ça c'est quelle couleur? Rouge. Ouais. Et celle-ci? Jaune. Et là, est-ce que tu peux me montrer le bleu? Le bleu, tu me montres le bleu. Bleu. Ouais. Tu me montres le jaune? Bleu. Jaune. Ouais. Et tu me montres le bleu? Bleu. Rouge? Super. Donc du coup, j'irai dans cet ordre-là. Donc après, on note ce qui est réussi et pas réussi. Et quand j'aurai 3 succès, 3 succès consécutifs, je pourrai passer à une autre compétence. Voilà, déjà ça c'est pour voir. Voilà, la leçon en 3 temps. Donc ce que vous retenez, 1, on enseigne sans erreur. Après, on peut varier. Soit si l'enfant est plus fort pour parler, on peut commencer aussi à lui demander qu'est-ce que c'est. Voilà. Et ensuite, montre-moi. Je le dis parce que par exemple, moi en langue étrangère, je vais préférer dire, par exemple en anglais, que d'écouter. J'ai beaucoup de mal à écouter une langue étrangère, je suis plus en difficulté. Pour des enfants qui apprennent leur langue maternelle ou le français comme une langue étrangère, ça peut être peut-être plus facile de demander d'abord qu'est-ce que c'est que de montrer. Donc ça, on s'adapte aux enfants. Donc premier temps, on enseigne, sans erreur, et ensuite, on travaille le réceptif et l'expressif. Et puis donc, pour la correction d'erreur, pour retenir, on repose la consigne à l'enfant, on lui donne la solution, on peut faire un petit test de diversion, et puis on l'aide à répondre correctement. On peut aussi me poser la question, combien de fois on va l'entraîner? Est-ce que je passe ma journée à ça? Les études vont nous montrer que si on l'entraîne 3 fois, c'est une bonne moyenne. Et après, on passe à autre chose, et on pourra le faire dans un autre environnement. Et on passe à autre chose, à un autre apprentissage? Oui. On laisse décharger Oui, on passe à un autre apprentissage, à autre chose. Voilà. Et puis après, pour tous les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, il faut aussi avoir bien choisi ses compétences, parce qu'il faut qu'elles servent dans sa vie quotidienne. Si nous, là, on apprend 3 phrases de japonais ensemble, on se revoit dans un an, on les aura oubliées. Donc évidemment, il faut être attentif, ensuite, dans la vie quotidienne, quitte à le montrer aux parents comment le faire, qu'ils utilisent les couleurs, qu'il soit sollicité, que la notion de couleur soit importante pour lui. Il va me prendre l'assiette rouge, il va me prendre un couteau bleu, voilà. Et que ce soit utile dans sa vie quotidienne. Je peux prendre ta petite voiture jaune, on va jouer ensemble. Mais je retiens la diversion entre poser 2 fois la question, c'est très bien, parce que si on le repose à la suite, effectivement, oui, il a pas, ça a moins d'impact quand il y a la petite diversion. On a pensé à autre chose. Oui. Ouais. Et vous aviez tendance à pas complètement poser votre doigt sur la bonne couleur, mais à avoir un geste un peu orientaire. Bah ça, pour l'instant, là, je C'est l'ai fait un peu au feeling. Après, quand on connaît l'enfant, on va s'adapter. Voilà. Il y a des enfants, il va falloir vraiment ou le remettre dans la main. Et puis d'autres, voilà, ça sera juste une petite incitation visuelle. Mais en tout cas, au départ, on travaille un petit peu essai par erreur. Alors, c'est le docteur Hanley qui, vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez, qui est un docteur donc, en analyse appliquée du comportement. Il a une procédure en 3 temps. Quand il demande quelque chose à l'enfant, il lui pose la question comme il le poserait à n'importe quel enfant, très naturellement. Si dans les 3 secondes, il n'a pas répondu,
il va lui montrer. Donc il passe à l'imitation. S'il voit que ça ne passe pas non plus à l'imitation, il passe alors à la guidance physique. Donc ça peut être un des essais qu'on fait avec les enfants. Je teste normalement, ça passe pas, je montre, ça passe pas, j'aide physiquement. Ça donne en tout cas des cadres pour essayer d'orienter voilà, ce qu'on va faire. Alors cette leçon en 3 temps, on peut le faire vraiment avec plein de choses. Donc vous pouvez aussi très bien le faire dans la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces images qui viennent donc de cette boîte. Voilà, une très belle photo. Et on peut très bien faire la leçon en 3 temps avec ces images. Si on est sûr que l'enfant soit capable d'associer ces images à des objets de la vie réelle. Il faut que les images soient significatives pour l'enfant. Mais voilà, autrement, on pourrait très bien le faire avec les vrais objets de la cuisine. Et donc, c'est de... Alors, vous avez vu aussi, j'ai mon espace de travail qui est très épuré pour focaliser l'attention de l'enfant dessus. Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, on fait du sabotage. Voilà, c'est par exemple, on peut très bien enseigner ça avec les vrais objets ou les images, et puis après, je vais mettre des intrus. Donc, je vais mettre un peu de désordre sur la table, parce que dans la vie, c'est pas toujours tout espacé, tout épuré comme ça. Et il faut que l'enfant aussi soit capable de repérer les éléments importants dans son environnement, même s'il y a du désordre sur la table. Donc là, voilà, on pourrait lui dire, là, une théière, un grille-pain, l'aspirateur. Et tu me montres le grille-pain, tu me montres la théière, tu me montres l'aspirateur. Qu'est-ce que c'est l'aspirateur? Qu'est-ce que c'est la théière? Qu'est-ce que c'est la théière? Qu'est-ce que c'est le grille-pain? Voilà. Donc ça peut se faire dans plein de contextes différents. Ça peut très bien aussi se faire si on veut travailler la notion de temps. Donc on va dire que l'enfant il commence à bien utiliser ce genre d'outils, où il peut mettre des pictogrammes ou des petits mots qui vont représenter le déroulement de sa journée. Mais par contre, voilà, je sais qu'il est perdu. Il ne sait pas si je lui dis c'est le matin, c'est l'après-midi, le soir, il ne sait pas. Donc ça va être, je vais lui dire ici, ça, le matin, midi, après-midi. Tu me montres le midi, tu me montres le matin, tu me montres l'après-midi. Qu'est-ce que c'est l'après-midi? Qu'est-ce que c'est le matin? Qu'est-ce que c'est le midi? Vous avez vu, dans plein de contextes différents, ça peut être utilisé. Ça peut être aussi donc avec les lettres rugueuses. Donc tout à l'heure, voilà, on m'a aidé à faire cette présentation. Donc je n'ai pas porté l'attention sur quelques détails. Si je fais toucher les lettres rugueuses, je vais le faire toucher avec l'index et le majeur. Parce que ce sont les deux doigts ensuite qui vont commander le stylo. Pas seulement voilà, avec l'index. Alors sur maintenant tous les supports numériques, on peut avoir plein d'applications qui sont super aussi pour apprendre à l'enfant à suivre les lettres. En tout cas, elles sont intéressantes, ces applications, pour apprendre le sens des lettres. Mais là, du coup, on va rajouter le côté tactile, et on peut mettre l'index et le majeur. Alors, par quelle graphie je vais commencer aussi? Ça va vraiment dépendre de là où on va aller avec l'enfant. C'est vrai qu'à l'école maternelle, on commence par, on va dire, les lettres bâtons, les majuscules script, et puis ensuite, on apprend à lire avec les minuscules script et à écrire avec les cursives. Pour les enfants en grande difficulté, eh bien, c'est peut-être plus simple de tout faire en script minuscule, parce que c'est la police qui rencontre le plus souvent. Donc, il y a aussi des petits outils qu'on trouve chez Optoy, ce petit bracelet d'écriture qui peut nous aider, nous, à faire de la guidance physique avec l'enfant. Parce que quand j'ai touché, là, tout à l'heure, vous avez vu, j'avais rentré mes 2 derniers doigts ici. Donc, pour être sûr que l'enfant les rentre, on peut lui apprendre à tenir la petite perle. Alors, s'il lâche, au départ, ça peut être un exercice. Allez, on essaye de tenir 3 secondes. Et on regarde. Et s'il sait tenir ici, comme ça, avec sa main, et bien ensuite, voilà, ça sera plus facile pour la guidance physique, on sait que ses doigts sont bien mis. Et il apprend à tracer le haut. Et là, pareil, c'est quand l'enfant touche, on fait le son. Oh. Et voilà, après là, ça serait. Et après, montre-moi vous, montre-moi haut. Ou après, touche. Si jamais l'enfant, il peut retoucher. Après, si l'enfant a des difficultés, c'est difficile pour lui, on peut juste lui demander de montrer, ou de toucher, on peut varier. Et après, on lui demande de faire chanter les lettres aussi. Oui, une question. Non, vous ne dites pas V, vous ne dites pas R. Non, je n'ai pas les lettres. Alors, parce que je ne travaille pas avec le monde.
Oui, oui. Alors, je vais d'abord, si jamais l'enfant est en difficulté, en fait, il y a les lettres, il y a deux choses à apprendre. Il y a leur nom et leur son. Et pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, il est plus utile de connaître le son. Donc, si jamais l'enfant est en difficulté, que j'ai un choix à faire, je privilégie le son. Et après, j'apprends le nom. S'il peut les deux, tant mieux. Voilà. C'est pas ce qui est fait dans le programme de l'éducation nationale, mais quand les enfants sont en difficulté, c'est des adaptations qu'on peut viser. Après, donc il y a aussi, donc là j'ai pris des petits outils qui sont dans cette boîte. Ce sera mon dernier exemple pour la leçon en 3 temps aussi, mais on peut travailler dans les autres sens. Donc ça c'est un loto des odeurs. Donc il faut d'abord s'assurer que l'enfant, par exemple, il sache nommer la framboise, il sache ce que c'est qu'un melon, et là j'ai mis la cerise. Donc il va sentir une odeur, et enseignement sans erreur, moi je lui dis cerise. Je ne veux pas qu'il se trompe, hein, et donc du coup, voilà, je vais faire en sorte ensuite qu'il le pose ici, à côté. Peut-être quelqu'un peut m'aider à nouveau, juste pour, voilà. Pour terminer, on va en faire une en erreur. Bon. Cerise. On peut faire ce genre de choses, ou ce genre de choses. Melon. Tu mets avec melon. Framboise. Tu mets avec framboise. Premier temps, il n'y a pas d'erreur, je vais donner toutes les solutions. Maintenant, attention, je les mélange. Et qu'est-ce que c'est? Cerise. Parfait. Super! Génial, hein? Et après, on pourrait travailler comme ça. Trouve-moi melon, trouve-moi framboise, trouve-moi cerise. Donc, vous avez vu, ça peut se travailler dans plein de contextes différents. C'est quelque chose qui pourra vous servir régulièrement. Alors, la validation des acquis, hein, j'en ai parlé. Que l'enfant soit capable de faire 3 jours de rang dans moins de 2 environnements différents. Et un critère aussi de révision, si jamais vous voyez que l'enfant a acquis quelque chose et que 3 jours de rang il se trompe, entre 3 ou 5 jours de rang il se trompe, on lui réenseigne. Ça peut arriver d'oublier si on ne s'en sert pas au quotidien. Alors ça peut, oui, c'est-à-dire par exemple je le travaille, ça peut être lundi, mardi, mercredi, et si par exemple le mardi je ne fais pas de séance, ça peut être lundi, donc lundi, mercredi, jeudi. Voilà. Mais ça va être des jours consécutifs, il faut que ça se suive. Si par exemple il a bon le lundi, le mardi je ne fais rien, le mercredi il se trompe, je recommence à 0. Par contre il réussit le lundi, il réussit le mercredi, il réussit le jeudi, c'est bon. Même s'il y a eu un jour où on n'a rien fait. Voilà. Alors ça aussi super important, évidemment, il faut, c'est pas parce qu'on a réussi à faire ça avec ce matériel que c'est acquis. Donc après, il faut vérifier la généralisation dans la vie quotidienne et que ce soit fonctionnel. Autant les enfants ordinaires se servent de leur apprentissage scolaire dans la vie quotidienne. Moi, je suis toujours épatée parce que je suis plus avec des enfants en difficulté que des enfants sans difficulté. Et j'étais chez une amie dont la petite fille était en grande section et qui comptait les petits Suisses de 2 en 2 en les rangeant dans le frigo. Moi, j'étais là, faire ça? C'est vrai que des enfants en difficulté, des fois, c'est dur, tout ça. Et donc, du coup, de l'utiliser dans la vie quotidienne, si on peut faire sans, ça serait mieux. Donc, c'est à nous d'essayer de les inciter à faire ça. Et en fait, on est tout le temps en train de faire, si on réfléchit, des petits calculs dans la tête, des petites réflexions. Il faut penser à voix haute pour eux et de les impliquer dans tout ça. Donc ça, c'est super important. Et aussi, de le faire régulièrement parce que ça prépare aussi aux activités scolaires. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple la pédagogie Montessori, pour des enfants ordinaires, ça arrive comme une conclusion de leur expérience de vie. Ils ont plein de vécus dans plein de milieux différents et le matériel va les aider à aller vers l'abstraction de leur vécu. Pour des enfants en difficulté, quand on utilise le matériel Montessori, des fois c'est la première fois qu'on porte leur attention sur quelque chose. Et donc du coup, voilà, ça peut être utilisé des deux façons, mais ne pas oublier la vie quotidienne, c'est super important. Alors voilà, pour refaire le point sur qu'est-ce qui va aussi aider à maintenir la motivation de l'enfant. Donc ça, c'est des études qui sont menées en PRT.
C'est en français traitement des réponses pivots. C'est une façon d'appliquer l'analyse appliquée du comportement, on va dire, dans l'environnement ordinaire. Alors ces études vont nous dire que l'enfant, eh ben, il sera beaucoup plus motivé s'il peut choisir. Tu veux t'asseoir sur la chaise rouge ou sur la chaise bleue? Ou tu veux, si jamais je prends les outils, voilà, quelles odeurs tu veux travailler aujourd'hui? Et c'est lui qui choisit. À partir du moment où l'enfant fait un petit choix, il sera beaucoup plus engagé. Donc à vous de faire, tu veux écrire en bleu ou en noir? Voilà, une petite truc. Voilà. De bien intercaler des tâches faciles avec des tâches difficiles. Ça, c'est quelque chose de super important. Pour l'enfant en difficulté, il faut en moyenne 80% de facile dans ses activités et 20% d'activités, on va dire, qui sont dans sa zone d'émergence. C'est-à-dire qu'on l'a bien évalué, on sait qu'il a tous les prérequis nécessaires pour apprendre ces nouvelles compétences. Et ça, c'est difficile, parce que si la séance se passe bien avec l'enfant, moi je sais que des fois, eh ben, ça se passe bien, je continue. Hein. Eh ben non. Après, ça va mal se finir, la séance, l'enfant, j'aurais été trop loin avec lui, il sera épuisé. Il faut, pour qu'il reste motivé, hein, bien garder cet équilibre. Et puis, voilà, on a parlé du renforcement, hein, comment enseigner le renforcement social. Si par exemple je prends les enfants avec autisme, on va dire des fois ils n'ont pas de motivation intrinsèque. Moi je dis si, ils ont une motivation intrinsèque, mais ce qui les intéresse n'est pas socialement valorisé. Voilà, d'aller, voilà, par exemple, connaître tous les tracteurs, toutes les marques de tracteurs qui peuvent exister sur Terre, voilà, ils ne parlaient que de ça. Voilà, au bout d'un moment, c'est un peu limité et voilà, ça ne va pas être valorisé socialement. Du coup, on veut, et puis ils n'ont pas envie d'aller forcément découvrir plein de choses, donc on est obligé de passer par des renforçateurs artificiels, des fois, par exemple, le petit poisson, là, un petit jeu, qui lui fait plaisir pour aller faire de nouvelles découvertes. Et des fois, on a la belle surprise que le nouvel apprentissage va devenir aussi quelque chose de motivant pour lui. Mais si on veut qu'une compétence reste, et que l'enfant l'utilise dans sa vie quotidienne et qu'elle ne perde pas, il faut forcément qu'il y ait un renforçateur naturel. Il faut que ce qui lui a appris lui serve dans sa vie quotidienne et soit utile pour lui. Donc toujours à réfléchir à ça. Donc voilà ces critères. Les autres variables qui vont permettre à l'enfant de garder sa motivation, c'est la variété. Voilà. Et bien, il faut, voilà, même s'ils sont réticents au changement, c'est tout paradoxe, certains enfants, et bien, au bout d'un moment, ils s'ennuient aussi. Donc il faut réussir à apporter de la variété, même si on apporte des changements petit à petit. Renforcer tous les efforts de l'enfant aussi. Ce n'est pas seulement la performance et le résultat. C'est surtout très très important, quand vous connaissez l'enfant, qu'on sait qu'il a fait un effort, il faut l'encourager. Par exemple, si vous, voilà, on est en train d'apprendre l'enfant à dire melon, et que tout d'un coup il fait parce qu'il arrive à faire la fin du mot, super, voilà, tu sens le melon, tu veux manger un petit morceau de melon, voilà, il faut vraiment que ces efforts soient récompensés pour qu'il ait envie de le faire. Le contrôle partagé, hein, ça revient au choix. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quelles odeurs tu veux travailler, ou toi tu choisis, L'enseignement sans erreur, hein, pour éviter les erreurs. Et ça, si l'enfant après est dans un bon système d'apprentissage, même ça c'est valable pour les enfants sans difficulté, c'est 50% de facile, 50% de difficile. Ils ne descendent pas en dessous. Et attention, ce qui est facile ou difficile, c'est du point de vue de l'enfant, pas du point de vue de l'adulte. Donc ça marche. Voilà, donc là, je termine ce que je voulais faire avec vous ce matin. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et puis, si vous voulez davantage aussi d'informations, je vous laisse voilà, mes coordonnées. Je propose régulièrement des formations en soutien scolaire spécifique pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et je forme aussi 2 autres personnes qui commencent à prendre le relais parce que voilà, la demande était importante. Donc voilà, on est 3 formateurs maintenant à Epsilon à l'école. Donc voilà, si vous voulez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre contact.